Invité du week-end, bienvenue sur ce plateau. C'est un plaisir de vous savoir nombreux à suivre cette édition. Je suis heureux de recevoir en cette fin d'année Maman Régine Mboyo. Maman Régine, bonjour. Bonjour papa. Comment vous allez? Je vais bien et toi? Moi aussi je vais très bien, merci. Bonne année déjà. Merci beaucoup. C'est un plaisir de vous recevoir ici sur la place des Évolués pour parler un peu du travail que vous faites. Mais je voudrais, avant d'aller très loin, que vous puissiez vous présenter à nos téléspectateurs. Merci beaucoup. Moi, c'est Madame Régine Mboyo. Je suis la coordonnatrice d'une ONG des femmes, Solidarité pour la promotion des femmes autochtones, SPFA en sigle. Donc SPFA, qui est donc une organisation basée à Kinshasa ou bien dans la province? Et elle est basée dans la province de l'Équateur, précisément dans la ville de Mbandaka. Ah, donc vous n'avez pas de siège à Kinshasa, vous avez plutôt votre siège à Mbandaka? Oui. Pourquoi avoir choisi ça? Parce que c'est là où, au niveau de la province, nous sommes proches de la communauté. Nous travaillons pour défendre les droits de la communauté. C'est là où on devrait être proche pour accompagner la communauté à tout moment. Ah, d'accord. Et qu'est-ce que vous faites concrètement avec les communautés? Nous défendons les droits des communautés et puis nous accompagnons plus les femmes autochtones parce que ce sont les femmes qui sont discriminées et leurs droits sont bafoués. Et nous sommes obligés de les accompagner pour qu'elles soient capables de défendre leurs droits et de reconnaître les droits fonciers. Ok. Mais quand vous dites elles sont discriminées, généralement ces langages, on l'utilise souvent peut-être pour attirer l'attention des partenaires. C'est quoi la discrimination que vous avez remarquée par rapport aux droits des femmes dans cette province-là? Oui, parce que depuis nos ancêtres, ce n'est pas la question d'aujourd'hui. C'est depuis longtemps que les femmes autochtones n'accèdent même pas aux instances de prise de décision et ils ne prennent même pas la parole devant les hommes. Et ils travaillent durement pour la communauté qui domine. Non, mais ça, c'est dans leur culture. Oui, le fait de ne pas prendre parole devant les hommes, c'est dans la culture. On ne va pas changer comme la culture, non? Oui, bien, dans Régine. La culture, on doit choisir quand même la culture qui est bon. On peut l'accepter, mais celui qui n'est pas bon, celle qui n'est pas bon, ce n'est pas bon de faire ça. Parce que la loi dit que tout le monde est égaux devant la loi. Ouais. Et même si on regarde même Dieu, Dieu accepte tout le monde. Il accepte les femmes. Il aime aussi les hommes et tout le monde. Ouais. Et pourquoi cette coutume, nous, jusque-là, on n'arrive pas tellement à comprendre ça. C'est pourquoi nous sommes en train de lutter sur l'égalité des sexes. Mais vous n'avez pas peur que si vous cassez la coutume et que les choses ne puissent pas bien marcher dans les communautés pygmées? Il y a ceux qui ne pourront pas marcher, mais il y a d'autres qui peuvent marcher. Ouais. Parce qu'on a déjà commencé avec plusieurs partenaires. Et on a sensibilisé, on a même formé les parajuristes sur la question des droits dans les territoires de Bikoro. Et c'est là où, quand on avait reçu ces financements-là, on a essayé de former les parajuristes. C'est à partir de là, faire la sensibilisation sur la cohabitation pacifique. Même moi-même, comme une femme, devant les hommes, je me présente. Vous êtes autochtone pygmée? Qualifié du père et de la mère. Ah bon? Oui. Et ça, des pères et des mères. Des pères et des mères. Ah, oui. Ça c'est très bien. Oui, oui, merci. Par rapport à ça, je suis comme, je donne un exemple. Moi, comme je suis la femme autochtone, et les autres peuvent aussi être comme imiter, toi, être comme moi, et puis essayer aussi d'imiter ce que moi je suis en train de faire. Alors, c'est pourquoi je dis que il y a déjà des avancées. On a déjà commencé les sensibilisations sur les droits. On a sensibilisé même les écoles pour dire que les enfants sont les ambassadeurs. Si par exemple à la femme, au niveau du foyer, à la maison, là où les maris sont les chefs d'un foyer, si on demande déjà aux enfants au niveau des écoles que les enfants bantous regardent, tout le monde ici, nous sommes tous les humains. Donc même devant la loi, même devant Dieu. Devant Dieu, devant les hommes, voilà. Nous sommes égaux. Nous sommes égaux. Maintenant, si à la maison on te dit que la coutume ne permet pas que une femme autochtone ou un autochtone soit supérieure devant un bantou,
ne faut pas accepter des choses comme ça. Nous avons fait cette dialogue, sensibilisation au niveau des écoles par rapport à la cohabitation pacifique. Et il y a quand même certains élèves de la communauté dominante qui ont trouvé que c'était important. C'est une chose qui est vraiment véridique. Et à partir de là, même au niveau des maisons, les élèves là de la communauté dominante commencent à donner même des conseils à leurs parents. Si les parents demandent à un enfant de ne pas saluer un homme bantou, de ne pas donner même bonjour, et là l'enfant va corriger son parent. Il dit que non papa, nous on n'a pas, à l'école, on ne nous a pas enseigné comme ça. Donc ces enseignements, vous les donnez à la fois aux enfants pygmées et aux enfants bantous. Oui, oui, aux enfants pygmées. Tous les enfants essaient de travailler avec leur communauté. Comme je disais, c'est pourquoi je disais, c'est par rapport à la cohabitation. C'est-à-dire ce sont les deux communautés qui habitent ensemble. Okay. C'est ça. Donc à partir des activités de sensibilisation que les partenaires nous financent, il y a quand même des avancées. Comme je disais, moi aussi j'étais enfant, j'ai grandi au village. Et là, j'ai été discriminée. Il y avait même mes collègues qui crachaient sur moi. Mais aujourd'hui, si j'arrive dans mon territoire, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Mais qu'est-ce qui a créé ces déclics-là? Qu'est-ce qui a fait que tu puisses prendre conscience que malgré que je suis pygmée, je dois quand même me battre pour être libre et devenir comme tout le monde? Qu'est-ce qui a poussé ça? En commençant par mes parents. Mes parents, ils ont lutté pour que j'aille à l'école. Okay. Même si j'ai été crachée par les autres et tout ça, je faisais toujours à tout moment un effort pour aller à l'école. À partir de mes études, que je continuais. C'est pourquoi aujourd'hui je suis comme ça. Et j'ai été sollicitée par une organisation accompagnant, Patmos au départ. Et en commençant par là, continuer aussi mes études supérieures au niveau de l'université. Et c'est pourquoi aujourd'hui je suis comme ça. Wow. Félicitations. Merci beaucoup. C'est pas donné à toutes les femmes de pouvoir réfléchir comme ça et voilà, et se lancer des défis et les relever. Et ça, je constate que vous l'avez fait. Oui. Bravo. Merci beaucoup. Merci. Alors, mais moi je vais quand même comprendre une chose, maman Régine. Oui. C'est en rapport avec la coutume. Quand vous dites par exemple que vous travaillez sur les droits des femmes autochtones pygmées, parce que ces femmes n'ont pas de parole devant la communauté. De manière générale, on sait que selon leurs coutumes, la femme ne peut pas prendre de parole devant les hommes, surtout s'ils sont dans l'assemblée. Bon, moi je me pose la question, si aujourd'hui vous arrivez à corriger cela, vous pensez que cela n'aura pas un impact sur l'avenir de ces femmes-là, d'autant plus que leur considération ne sera peut-être pas la même par rapport à leur mari, par rapport à leur communauté? Oui, vous avez totalement raison, mais ce n'est pas facile. C'est un processus qui peut prendre du temps. Comme je disais, s'il y a des activités de sensibilisation pour montrer aux gens que tout le monde, ce sont des humains que Dieu nous a créés. Donc il y a la supériorité, parce que même dans la Bible, on dit que le chef du foyer, c'est l'homme. Le chef de l'homme, c'est Jésus, et le chef de Jésus, c'est Dieu. Donc c'est comme ça. Mais ce n'est pas dit que toute une communauté comme autochtone doit être discriminée par les autres communautés. C'est pas ça. Donc à partir de ça, c'est toujours, comme je disais, les activités de sensibilisation, de dialogue, d'assistance judiciaire, parce que comme ils sont discriminés, c'est-à-dire tout ce que les pays font ne sont pas bons aux yeux des autorités locales, aux yeux de la communauté dominante. C'est pourquoi je disais que c'est petit à petit avec des activités de sensibilisation, parce que la sensibilisation, c'est une activité continue qui peut prendre du temps et permet aux humains, à la population, à la communauté de réfléchir de ce qu'ils sont en train d'apprendre. Exactement. Mais je voudrais savoir un peu, quand vous faites votre sensibilisation, vous êtes accompagné aussi par les communautés bantoues qui sont considérées comme des communautés dominantes, des chefs coutumiers bantous et les autres qui vous accompagnent dans cette démarche, ou bien vous les faites seulement seul en tant qu'autochtone? Oui, merci beaucoup. Là, vraiment, on ne peut pas faire ça seul. Parce que si on fait seul, comment on peut réussir? On doit faire même avec toi. On va ensemble sur le terrain, comme tu es bantou. Tu montres l'exemple aux autres. Ils voient là, et Régine, c'est une femme PA.
mais il est aujourd'hui accompagné avec un homme bantou. Mais pourquoi nous aussi nous faisons ça? Pourquoi nous voulons discriminer cette communauté? Donc c'est un exemple. On ne peut pas faire ça seul, on fait ensemble, on lead. Parce que si je peux dire ceci, c'est pas tout le monde qui discrimine aussi. C'est pas tous les bantous, toute la communauté bantou. Il y a des personnes qui se battent aussi pour qu'on puisse casser cette barrière-là. Donc, à partir des autres, donc ça marche. On fait tout ensemble, ce n'est pas seulement que nous seuls. Parlons votre association à présent. Je voudrais que vous puissiez me dire un peu quels sont les objectifs que vous poursuivez ou alors quelle est la vision globale que vous avez dans votre association des femmes autochtones guinéennes, de défense des droits des femmes autochtones. Oui. Bon, il y a d'abord la mission de SPFA, c'est sur la promotion des droits des femmes autochtones. Et la vision est qu'à l'horizon d'un siècle, que les femmes autochtones soient capables de former un leadership fort qui sera capable pour défendre leurs droits et pour reconnaître leurs droits fonciers. Wow. Vous êtes visionnaire. Voilà. Donc vous vous projetez jusqu'à 100 ans. Voilà, à l'horizon d'un siècle. Ah, ça c'est très bien. Merci. Ok, donc vous voulez que les femmes autochtones construisent un leadership fort, capable à se défendre. Oui. Wow. Et comment vous faites pour que ces femmes puissent construire ces leaderships? Parce que ça commence déjà maintenant. Hein. Oui. L'horizon 100 ans, c'est très loin, mais les actions commencent déjà maintenant. Quelles sont les actions que vous menez? Oui, ça a déjà commencé. Il y a des partenaires qui nous financent. Il y a aussi nous-mêmes. Nous avons construit même des cercles d'écoute. Okay. Là où on se retrouve pour parler de nos problèmes. Ils se retrouvent et ils parlent de leurs problèmes. Les femmes autochtones? Oui, les femmes autochtones. Celles des fois, celles. Pas les hommes. Okay. Et là, ils parlent de leurs problèmes, nous sommes discriminés par rapport à ceci, par rapport à la mariage, par rapport au mariage. Ouais. Parce qu'il y a les hommes bantous qui les prennent en clandestinité, après ils sont abandonnés. Et ils se réunissent à tout moment pour parler de leurs problèmes. Et là, ils font des notes de position. Okay. Ils amènent ça au niveau de la province, au niveau de l'organisation. Et puis ils prennent la parole en public pour annoncer tout ça. Et c'est ça ce que des fois nous faisons. Et il y a aussi des fois nous faisons des réunions. C'est pourquoi nous avons créé cette organisation, cette ONG. On s'est réunis, on fait des réunions, des réflexions. Et puis on fait aussi des activités de sensibilisation, comme je disais. On fait aussi des plaidoyers au niveau des autorités locales, provinciales et même nationales. Et même au niveau international. Nous participons dans des conférences internationales, dans des forums, dans des congrès pour que nos voix aussi soient écoutées par tout le monde. Mais quel est le plaidoyer qui vous a le plus marqué? Parce que vous faites des plaidoyers, je voudrais savoir quand même quel plaidoyer avez-vous déjà mené en tant qu'organisation et qui a porté des fruits? Lesquels par exemple? Oui, nous avons mené des plaidoyers. Des fois, nous avons fait, comme je disais, nous avons fait l'activité les femmes ont fait des notes de position de leurs problèmes. Ouais. Ils ont amené ça au niveau de la province. Et aujourd'hui, nous sommes écoutés par l'autorité, par toutes les autorités de la province. Et quels sont les problèmes qui se sont dégagés dans cette note-là? Quels sont les problèmes qu'ils ont relevés? Bon, par exemple, il y avait au niveau de la justice, s'il y a un problème, les PA ils n'avaient pas la place. Ils n'avaient pas la place au niveau de la justice. Mais aujourd'hui, il y a quand même, s'il y a un problème, on peut juger ça également. On ne pouvait pas dire que parce que c'est un PA, il n'a pas les droits. Il n'a pas les droits, il n'a pas ceci. Et surtout qu'il y a la loi que tu connais qui vient d'être promulguée par le président de la République. C'est ça, c'est un outil aussi qui est venu nous aider, qui est venu améliorer notre capacité que nous. Là, vous partez un peu plus vite que moi parce que je voudrais vous poser la question de savoir en quoi cette nouvelle loi qui a été promulguée vous est utile. Parce que vous êtes dans la défense des droits. Je pense que vous avez eu le temps de parcourir cette loi, comprendre un peu les articles qu'il y a dedans. Est-ce que ça apporte quelque chose à votre lutte? Oui,
c'est un outil, comme je viens de dire, c'est un outil qui va nous aider quand nous allons faire les plaidoyers. Parce que la loi est multisectorielle. Elle touche l'aspect de la santé, de l'éducation, de l'environnement. Elle est multisectorielle. Donc ça nous permettra, quand on fait les plaidoyers, quand on fait les activités, les investissements, c'est un outil de référence que nous allons utiliser pendant nos activités, pendant tout ce que nous allons faire dans la vie des peuples. Donc, je pense que la loi était donc utile, il faut qu'elle soit là, mais je sais quand même qu'au Congo, les lois ne manquent pas. Même la loi sur les droits des peuples autochtones, c'est un instrument qui vient, qui trouve d'autres instruments qui sont là, qui ne sont peut-être pas exécutés. Comment vous vous organisez pour que cette loi ne puisse pas souffrir de la non-application comme c'est le cas avec les autres lois qui existent? Comment vous, au niveau de la société civile, comment vous, au niveau de votre organisation, vous organisez pour que cela ne puisse pas être le cas? Oui, je sais que moi j'étais à Glasgow, au COP 26, en 2021. J'ai fait un discours, et ce discours, les bailleurs de fonds, même les décideurs, les dirigeants du monde ont décidé, et même notre président de la République était là. C'est là où il nous a promis, dès son retour au pays, il va promulguer cette loi. Et heureusement, il a concrétisé ses paroles. Ouais. Maintenant, les discours de tous les dirigeants qui étaient là, ils ont dit qu'ils vont accompagner le gouvernement congolais dans la mise en œuvre de cette loi. Et aujourd'hui, nous sommes là en train d'observer. Il y a un fonds CAFI qui est disponible et là, on a déjà disposé une petite fenêtre qui sera en faveur des peuples autochtones. Et nous, on est là pour faire le suivi de ces fonds-là, si ça va arriver jusqu'à la communauté. Donc, il nous reste seulement de vulgariser cette loi, parce qu'au niveau des autorités là, locales, il y a même les autorités qui ne connaissent pas qu'il y a la loi qui existe. Nous, nos organisations des peuples autochtones, les organisations accompagnant les peuples autochtones, nous sommes obligés de vulgariser la loi au niveau local, provincial et partout. Super. Alors, comment vous travaillez avec les partenaires, les différents partenaires qui vous accompagnent? Y a-t-il un cadre de concertation ou bien un cadre mis en place pour que les partenaires puissent vous accompagner, ou bien comment vous les faites? Bon, on les fait des fois. Bien vous les faites avec vos propres moyens, ou bien vous avez des financements des partenaires qui vous accompagnent? Ça se passe comment? Oui, il y a des partenaires qui nous accompagnent. Comme je disais, les fonds CAFI est là, les fonds du gouvernement. Il y a aussi des partenaires qui donnent leur financement par rapport à ça. Maintenant, là, je viens d'une conférence sur les droits de l'homme à Paris. Là, on a parlé de tout. Mais autant vous l'avez mis, mère. Vous avez partout, Glasgow, Paris, Canada. Tozolité, non? Tozolité, tobunda etumba. Parce que bandeko, bazolinga balingi biso penza te. Mais eza bango nyonso te. Eza na ba oyo mosusu bazolinga, et na ba mosusu pe bazoboya biso. Na niveau ya mboka. Yango tozotambola po tokenda pe komilobela mingongo na biso pe yokana. Po bayeba ke toza place boye, toza place boye. Bato bapesaka misolo, bato bakambaka bamboka, bamikili. Est-ce que mongongo peso kana penza? Mongongo nanga bon nayebi te bino de bolanda yango nazo nayebi ki nakenda ka boya lobi bino bolanda ka yango. C'est très bien. Alors tu me répondais par rapport à la manière dont vous collaborez avec les partenaires, les différents bailleurs de fonds, comment ils vous accompagnent, ça se passe comment? Oui, les partenaires financent leur par rapport au projet. Ils envoient l'argent et ils nous demandent de faire les activités, de réaliser les activités. Donc les activités qui sont prévues dans un projet, ce sont les activités que nous sommes obligés de réaliser ça sur le terrain. C'est ça. Donc il y a les différents partenaires, chacun a sa domaine et chacun a sa vision. Et quelles sont les activités que vous réalisez actuellement et avec quels partenaires vous les faites? Oui, actuellement il y a plusieurs activités, plusieurs partenaires qui nous financent. Mais aujourd'hui même, comme je suis devant vous, on est en train de parler sur les financements avec le financement du fonds Bezos via un partenaire RRI. C'est RRI c'est notre partenaire qui nous accompagne sur un projet financé par fonds Bezos. Avec les fonds Bezos, qu'est-ce que vous faites concrètement? Quels sont les projets que vous menez sur le terrain? Et vous les menez seulement dans la province de l'Équateur ou bien ailleurs aussi?
Bon, dans la province de l'Équateur. Spécifiquement dans Spécifiquement dans la province de l'Équateur, mais dans les deux territoires. Donc dans la commune de Mbandaka et dans les territoires de Biko. Donc les projets, nous avons réalisé cette fois-ci, durant cette année, il y a eu les activités qui sont réalisées dans les deux villages. Il y a le village du Kengo, qui est dans la commune de Mbandaka, comme je disais. Il y a aussi le village Nzale Kenga, qui est dans les territoires de Biko, dans le secteur du lac Tumba. Et là, vous avez fait quoi concrètement dans ce village? Là, nous avons, il y a quelques activités que nous avons réalisées. Il y avait, premièrement, nous avons pris contact. Il y a eu des contacts que nous avons pris avec les autorités locales de la place, c'est-à-dire les chefs de secteur, les chefs de groupement et l'administrateur du territoire. Nous avons commencé par la prise de contact avec eux parce qu'on ne peut pas commencer les activités sur le terrain sans informer les autorités qui sont là. Après la prise de contact avec les autorités, nous avons fait une mission de prospection. Donc pour informer aussi maintenant les bénéficiaires qui sont les peuples autochtones, même s'ils vivent ensemble avec la communauté bantou qui est la communauté dominante. Donc c'était la deuxième activité, c'est une mission de prospection pour informer la communauté du projet qui vient. Les projets en question s'appellent comment? Les projets, c'est le projet sur la sécurisation des forêts des communautés. Ah, d'accord. Donc vous travaillez avec les communautés pour sécuriser leurs forêts, ouais. La foresterie communautaire, c'est ça? La foresterie communautaire. Okay. Et il y avait aussi la troisième activité qui est diagnostic participatif. C'était la diagnostic participative pour connaître tous les aspects liés à leurs ressources. Donc là, si on parle de la diagnostic participative, c'est-à-dire impliquer tout le monde. Les jeunes, les femmes, les vieux, les chefs coutumiers et même les villages voisins. Parce que si tout le monde s'approprie et tout le monde comprend, ils comprennent bien le projet, la valeur du projet, comment ça va se passer. Donc c'est la troisième activité que nous avons réalisée, c'est la diagnostic là. Et après la quatrième activité, c'était les meetings publics. Là, c'est pour obtenir les clips communautaires. On ne peut pas commencer les activités de terrain sans obtenir les clips des communautés parce que c'est prévu que si vous travaillez avec les PA, ils sont libres de donner leur consentement. Donc c'est pourquoi nous avons effectué la mission, une quatrième mission d'activité de faire le meeting public pour que la communauté donne leur consentement s'ils acceptent le projet ou pas. Et là, ils ont accepté? Oui, ils ont accepté. Et c'est là, après les clips, la cinquième activité était donner maintenant la formation. La formation sur la foresterie communautaire. Vous savez bien, maintenant, si on donne la formation à la communauté sur la foresterie communautaire après les clips, c'est-à-dire faire comprendre la communauté, parce qu'il y a des fois, comme on disait, il y a des lois qui sont ici, les décrets, tout ça, que les communautés, même les autorités qui sont là, ne connaissent pas. Donc nous étions obligés, comme les projets, c'est sécuriser les forêts, ils sont obligés d'être formés sur la foresterie communautaire. Donc la foresterie communautaire, c'est quoi? C'est là où on avait formé la communauté, on avait formé les cartographes locaux, parce que si on parle de la foresterie communautaire, c'est là où la communauté veut bénéficier d'une partie des forêts. Donc ils étaient formés sur le processus du décret qui montre la modalité d'octroi d'un CFCL et puis l'arrêté. Jusque-là, on n'a pas encore formé sur l'arrêté, on a formé les décrets. Donc ils sont là, tout le monde comprend déjà que la foresterie communautaire, c'est une opportunité et que l'État a signé ces décrets pour donner à la communauté de demander une partie des forêts. Et ils étaient là, ils ne comprenaient même pas. Ils pensaient que la terre et les forêts appartiennent à eux. Mais nous avons bien expliqué à la communauté que la terre, les sous-sols appartiennent à l'État. Mais il a donné la possibilité de vous qui avez conservé les forêts, vous qui gardez, qui
qui sont les gardiens des forêts. Depuis, vous pouvez aussi demander une partie des forêts à l'État. Voici les procédures à suivre pour demander cette forêt. Donc c'est à partir de là, ils ont trouvé le projet très utile. On continue toujours avec eux. Après cette formation sur la foresterie communautaire, il y avait aussi l'élaboration des esquisses. Et c'est là où on les esquisses de la carte. De la cartographie. Donc c'est là où, comme je disais, on a impliqué toujours et les jeunes et les femmes et surtout les villages voisins. Parce que c'est là où les esquisses montrent les limites de chaque village qui sont aux alentours du village que nous sommes en train d'accompagner pour le projet. Voilà. Et la 8e activité, c'était le traitement des cartes. Parce qu'après l'esquisse, les cartographes locaux vont en forêt pour montrer les limites des espaces. Et après, l'ingénieur SIG, l'ingénieur SIG qui est là, il est parti pour traiter les dossiers. La carte est là pour présenter ça au niveau de la communauté. C'est peut-être ça, c'est ça la 8e activité. Et maintenant, aujourd'hui, la carte est au niveau du traitement avec les techniciens SIG. Maintenant, la dernière activité, c'est la validation des cartes par la communauté. Donc, il faut ça, ce n'est pas encore fait. C'est une activité qui va venir. Oui, là, c'est l'activité qu'on va amener la carte à la communauté. Et là, on va réunir aussi pour le deuxième tour, tous les villages pour voir tout ce qu'ils ont fait comme esquisse. Est-ce qu'ils ont respecté? Est-ce que c'était... On a dit ceci parce que ce sont eux qui doivent valider la carte. Est-ce que vous avez déjà mené une étude pour savoir si les terres que les communautés vous ont montrées sont vacantes? Parce qu'il y a des fois, ces terres-là ne sont pas vacantes. Et quand vous les attribuez, ça pose des problèmes de superposition. Est-ce que vous avez déjà eu le temps de discuter avec les communautés pour savoir si réellement il n'y a pas de conflit? Oui, on a discuté, mais des fois, il y a des choses qui se font sans consulter la communauté. Il y a les sociétés là, que l'État concède les forêts, sans consulter les gardiens. Quand on a fait la diagnostic, la communauté, quelques personnes ne connaissaient même pas que la société a déjà récupéré la place. Et ils ne comprennent pas. Quand l'État concède la forêt à une société ou à un exploitant, l'exploitant arrive dans une communauté, ils utilisent quelques personnes pour signer, pour faire des signatures de contrats comme ça. À l'insu des communautés. Voilà. Et après l'activité là, nous avons découvert que la forêt appartient à une concession. C'est déjà concédé à une concession, mais on est là en train de continuer les échanges approfondis. Avec ces concessionnaires-là? Non, pas avec ces concessionnaires, avec les autorités. Et puis faire comprendre aussi que la communauté comprenne que la partie ici de la forêt appartient à une concession. Et nous, à notre niveau, nous allons faire le plaidoyer ici au niveau national pour savoir comment cette société a fait. Est-ce que les procédures d'octroi de cette concession par la société, est-ce qu'elles étaient respectées? Donc c'est à cette étape. Et là, c'est dans quel village aussi? C'est en Zalekenga. Village en Zalekenga. Maintenant, parce que vous me précédez aussi, je voulais parler là des difficultés que nous avons rencontrées pendant l'exécution du projet. Dans le village Ikengo, c'est là où il y a une réserve. Ngiri. La réserve Ngiri. Ngiri. Voilà, Ngiri. C'est ça aussi, c'est une difficulté que nous avons rencontrée. C'était quoi la difficulté? Bon, parce que c'est là où il y a les réserves, là où il y a des parcs, là où il y a des sociétés forestières. Toujours il y a des difficultés parce que vous allez continuer le travail, il faut aussi revenir échanger avec les sociétés qui existent. Mais là, à ce niveau-là, vous avez quand même changé avec les autorités de
la réserve d'Engiri, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Non, Ils sont d'accord pour que la communauté ait cette forêt ou bien ils pensent que la communauté n'a pas les droits? bon, vous voyez, même dans les espaces là qui sont récupérés par les sociétés, il y a des fois aussi des parties des forêts qui sont restées, qui ne sont pas dans la partie de la concession des réserves. Les réserves peuvent être à côté et maintenant la communauté sont à côté avec leurs forêts. Si vous accompagnez la communauté dans une CFCL, vous allez, comme je disais, faites la cartographie pour voir est-ce que, où se trouvent les limites. Bon. Si vous trouvez déjà les limites, comme je disais, le traitement est en cours par les techniciens SIG. Et là, après, tout ce que nous faisons ici, les échanges doivent être après. Et je ne pense pas que la partie de la communauté peut entrer dans la partie des réserves. Ça ne peut pas se faire. Ah, donc ça c'est très bien, au moins vous essayez de limiter les conflits entre les communautés et la réserve ou bien une société. Voilà. Ah non, ça c'est très bien. Alors, est-ce que vous avez déjà eu aussi le temps de faire un inventaire de ces différentes concessions pour savoir quelle est la nature des richesses qu'il y a pour ces communautés? Non, on n'a pas arrivé à cette activité parce qu'on doit commencer d'abord à mettre en place Bientôt ici, on va mettre en place on dit quoi? Dans les décrets, on parle des comités. L'assemblée communautaire, comité de gestion, comité de conseil des sages. Ce sont les organes qui seront en place pour faire le suivi. Et avant de mettre ça, si on met ça déjà en place, il faut commencer par l'activité, à élaborer un plan simple de gestion. Si vous avez déjà élaboré les plans simples de gestion, c'est à partir de ces plans simples de gestion que vous allez faire l'activité d'inventaire multi-ressources qui sont dans cette forêt. Exactement. Très bien. Alors, Maman Régine, oui, dis-moi un peu, ça c'est entre nous. Est-ce que tu es vraiment sûr que la foresterie communautaire va rendre vos frères, vos sœurs, autochtones pygmées riches demain après-demain? Ça c'est entre nous. Bon, entre nous, je peux dire ceci. Comme je disais, la foresterie communautaire, moi, je trouve que c'est une opportunité. Parce que peut rendre riche, pourquoi? Parce que les peuples autochtones dépendent de la forêt. À tout moment, au quotidien, ils dépendent que de la forêt à tout moment. Maintenant, si la forêt est concédée à une autre personne, ils quittent les villages, ils viennent en ville pour faire des travaux durs. Et là, ils sont en sécurité, en insécurité. Vous voyez? Mais s'ils ont leur forêt propre à eux, au niveau de la communauté. C'est déjà une richesse. Oui, c'est ça les richesses. Les richesses. C'est ça les richesses des PA. Donc. Et ils sont habitués. Ils vivent que de ça. Sans forêt, vous n'allez pas. La vie des peuples autochtones. N'y aura-t-il pas moyen de penser à d'autres activités? Parce que j'ai l'impression, moi c'est mon point de vue. Moi, tu sais, dans cette émission, on essaie un peu d'analyser ensemble les choses et voir comment ça évolue. Moi, j'ai toujours pensé, j'ai l'impression que tout le monde essaie d'orienter toute sa réflexion seulement autour de la foresterie communautaire, comme si c'était une manne pour les communautés pour pouvoir améliorer leurs conditions de vie. Mais moi, je pense que ce n'est peut-être pas ça. À mon point de vue, ce n'est peut-être pas ça. Il faut peut-être envisager autre chose que la foresterie communautaire. Je ne sais pas si vous aussi, vous avez ça aussi à l'esprit, ou bien vous pensez qu'il n'y a que ces processus-là qui peuvent aider les communautés. Bon, pas seulement les processus, parce que si la foresterie communautaire, si on parle de forêt, tout le monde vit que de la forêt partout. Si les Blancs quittent là-bas, ils viennent ici, c'est pour la forêt. Ouais. Mais si l'État récupère toute la forêt, là, les modes de vie de tout le monde vont mourir. Ça, c'est vrai. C'est pourquoi j'ai dit la foresterie communautaire, c'est une opportunité. Pour les peuples autochtones, même s'il n'y a pas des activités comme les AGR, les activités alternatives, mais obtenir seulement cette forêt à eux même, c'est une bonne chose. Maintenant, pour ne pas laisser comme ça, il faut qu'il y ait d'autres activités pour valoriser et pour essayer de voir comment. Parce qu'ils sont là depuis les années, ils gardaient ces forêts, ils vivaient de cette manière-là.
Vous voyez, je peux donner un exemple dans le territoire de Kiri. Nous avons exécuté un projet là qui nous avons construit des porcheries, des canadières, tout ça. Et les PA étaient là, ils ont trouvé ça, c'est comme si une chose qui est nouvelle. Vous voyez? Donc la foresterie communautaire, c'est une opportunité. Et ce que je peux dire seulement que les partenaires et les bailleurs de fonds qui financent ces processus doivent penser à la pérennisation de ce que, parce qu'on accompagne la communauté seulement pour obtenir une partie des forêts. Maintenant, cette partie des forêts est là et puis elle reste comme ça. Exact. Ça, ce n'est pas aussi une bonne chose. On les accompagne, ils obtiennent cette forêt et puis on continue les activités qui peuvent les amener à Est-ce que vous avez déjà réfléchi, par exemple, pour les deux communautés que vous accompagnez, les deux forêts, les communautés que vous accompagnez, avez-vous déjà essayé d'évaluer en termes de besoins ce qu'il faut pour exploiter ces forêts-là, pour pousser, pour aider les communautés à pouvoir tirer profit de ces forêts? En termes d'argent, qu'est-ce que vous avez dit? Vous avez déjà mené une petite étude pour évaluer cela? Ça vous demande combien? Oui, bon, combien d'argent? Oui, en termes d'argent, en termes de moyens financiers. Oui, là, il faut faire un budget, mais je n'ai pas fait ça et puis je ne connais même pas. Mais ce que j'ai dit, je sais que la forêt là, surtout la forêt là du village Nzale Kenga, c'est une forêt il y a des arbres riches qui sont là. Vous voyez, de telles activités, si aujourd'hui ils bénéficient de leur partie des forêts là, il va voir à partir du plan simple de gestion que cette partie ici, nous allons peut-être vendre. Et là, ça ne sera pas l'État qui va vendre cette partie-là, c'est à eux-mêmes. Ils vendent ça, ils voient cette partie ici, nous vendons et puis nous allons faire quoi? Comme il n'y a pas d'école, des écoles modernes là-bas, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de centres de santé qui sont, il n'y a pas de docteurs. Mais le programme de 145 territoires n'est pas passé par là. C'était passé, mais il n'y a rien. Vous voulez que je parle ici devant toi? Non, ça, c'est pas parler de secret. Okay. C'était passé, mais si vous arrivez là-bas, vous allez trouver les communautés qui sont là en train de pleurer. Voilà. Bien, alors nous sommes en train d'étendre déjà vers la fin de notre émission, Maman Régine. Je voudrais quand même savoir, ça c'est une question de curiosité, pourquoi vous êtes seulement dans la province de l'Équateur, d'autant plus que les peuples autochtones pygmées, on les retrouve aussi dans les Bandundu, l'ancien Bandundu, on les retrouve aussi dans les Kassai, on les retrouve aussi dans les Tanganyika, Nord Kivu. Vous avez choisi seulement de vous focaliser sûrement sur l'Équateur, c'est parce que vous êtes ressortissante de là? Non plus. Alors? J'ai effectué même des missions d'échange d'expérience au niveau du sud Kivu. J'étais à Walikale avec nos frères autochtones qui sont là. J'étais dans le site de Skisimbo, à Tiamakasa, là où il y a aussi une celle des peuples autochtones. J'étais là. Je ne suis pas tribalisme. Bon, j'ai dit ceci, la SPFA c'est une organisation nationale. Si on a commencé par là-bas, c'est parce que les partenaires qui ont commencé, vous savez bien, on n'a pas tellement de moyens. On est là en train de faire des petites cotisations, tout ça. Mais quand les partenaires donnent leur financement, des fois ils regardent, on va commencer par, surtout quand on parle de la forêt, parmi les provinces de la RDC, l'Équateur c'est une province forestière. C'est pourquoi on a commencé par là. Et l'ESPFA n'a pas seulement commencé à l'Équateur, elle est aussi dans la province de Maïndombe. Okay. Elle est dans le territoire de Kiri, elle est aussi dans le territoire du Nongo. On a déjà commencé les activités là-bas. Si vous arrivez là-bas, vous allez trouver les infrastructures que nous avons déjà construites, les porcheries, tout ça. Nous avons accompagné la communauté même dans la formation sur le leadership, comment ils vont négocier pendant que les crédits carbone, sur les crédits carbone, parce que bientôt, ceux qui ont conservé, ceux qui ont gardé les forêts, il y a le marché carbone qui va venir, que la Banque mondiale va financer sur ça. Et les leaders PA sont là, ils sont déjà formés sur le partage des bénéfices. Donc ils sont là, on n'est pas basé seulement sur l'Équateur, on a commencé à Mbanda, à l'Équateur, on est aussi à Maïndombe et puis on ira partout. Super. Alors,
Comment vous évaluez votre intervention? Aujourd'hui, ça fait combien de temps que SPFA existe et comment vous évaluez son impact, son travail sur le terrain? Oui, SPFA a été créé depuis 2009, le 17 janvier. Jusqu'à présent, si vous arrivez dans la province, d'abord, SPFA a bénéficié d'un diplôme de mérite par rapport aux actions qu'elle est en train de mener dans la province. Si vous en avez besoin, je vais t'envoyer ça. Elle a bénéficié, ça ce n'était pas au hasard, c'était les journalistes de la province. Nous, on n'était même pas informés. Et ils ont fait un sondage. Ils ont fait un sondage pour identifier les grands leaders de la province, les organisations de la province, les grands leaders de la province par rapport aux actions qu'ils sont en train de mener dans la province. Ils ont identifié 48 personnes qui sont représentées par les structures, par les entreprises, quelque chose comme ça. Ils ont identifié 48 personnes. Parmi les 48 personnes, moi qui suis la coordonnatrice de l'SPFA, j'étais aussi identifiée et puis comme femme autochtone. Ils ont fait ce travail pendant 3 mois. Ils ont passé ils ont circulé la province dans les différents quartiers de la province pour demander à la population, qu'est-ce que vous voyez, Maman Régine, elle fait quoi? Elle fait quoi? Pas seulement au niveau de la ville, ils sont descendus même dans les villages pour demander. Et par rapport à ça, la population donnait leur témoignage en disant que c'est une dame qui mérite, qui défend nos droits, qui fait ceci, qui fait cette organisation. Ils ont donné des témoignages. Et je n'étais même pas informée. Un jour, j'étais dans un atelier. Il y a un groupe de journalistes qui sont venus. Maman, on veut échanger avec toi. Ok, on peut aller au bureau, oui. Nous sommes allés au bureau et ils m'ont commencé à me raconter ce que je suis en train de vous raconter aussi. Et alors, je ne savais même pas. Et prépare-toi, tel jour, nous allons faire la cérémonie de la remise des diplômes, des mérites que l'organisation que tu représentes, voilà. Et c'était ça. Nous avons eu la joie ce jour-là et après on est allé dans l'espace qu'on appelle ISP. On a célébré cette journée-là. Il y a eu la remise des diplômes. Parmi les 48, j'ai oublié, ils ont retenu que 17. Parce que c'était un sondage. Oui, parmi les 17, moi j'étais là. Super. Félicitations. Ça montre que les actions que je suis en train... Ça, c'est pour synthétiser vraiment votre question. Avoir un diplôme de mérite par rapport aux actions, c'est-à-dire c'est vraiment un pas en avant par rapport à ce que SPFA est en train de faire. Parce que nous assistons des cas de violation des droits des peuples autochtones. Il y a des fois, il y a vraiment une liste de cas qu'on est en train, s'il y a un problème entre les PA et une communauté, avec une personne qui est dans la communauté dominante, SPFA assiste. Ils payent les avocats, ils sont là en train d'assister les cas au niveau de la justice. Donc SPFA vraiment est là et on continue aussi à lutter pour ça. Super. Alors, Maman Régine, ma dernière question, je peux dire ceci. Quelles sont les perspectives que vous avez? Quelle est la prochaine étape? Parce que vous avez déjà fait beaucoup, vous continuez à faire. Et qu'est-ce que vous envisagez faire prochainement? Bon, surtout par rapport au projet ici que nous sommes en train de faire ce travail maintenant. Les projets financés par Fonds Bezos et avec RRI. La prochaine étape que nous avons proposée, c'est d'abord la promulgation des résultats de l'enquête des vacances. Ah voilà, donc vous êtes en train de faire l'enquête des vacances des terres? Oui, des terres, okay. Par l'administration et puis provinciale. Donc ça c'est les étapes prochaines. Et le deuxième, c'est toujours dans les étapes prochaines, la constitution aussi des dossiers. C'est-à-dire, vous accompagnez la communauté sur l'octroi du CFCL. Donc, il faut, pour avoir une concession là, il faut d'abord que les dossiers là que vous avez constitués, vous amenez ça au niveau de la province.
dans le conseil consultatif des forêts, c'est-à-dire au niveau de la coordination provinciale de l'environnement. Et là, pour que les gouverneurs de la province puissent signer l'arrêté pour donner la concession à la communauté. Et puis la troisième, c'est-à-dire introduire et faire le suivi des demandes des CFCL auprès du gouverneur. Donc là, si on dépose déjà les dossiers au niveau de la province, donc on dépose ça dans le conseil consultatif des forêts et la coordination provinciale de l'environnement pour afficher. Donc nous allons faire le suivi. Si ça marche bien au niveau de l'ONG, on continue de faire les suivis, passer au bureau du conseil consultatif, passer au bureau de coordination provinciale de l'environnement, voir si ils sont là en train de... Parce que des fois, ils laissent vous amener les dossiers et puis ils déposent ça à côté. Oui. C'est ça ce que nous allons faire. Et puis, si on finalise tout ça, on va aller chez le gouverneur pour la signature et l'octroi de l'arrêté. Super. Alors, Maman Régine, est-ce que vous avez maloba moko ou esengeli koyebisa na ba partenaire na yo, koyebisa pe na bana mboka nyonso bazali kolanda yo par rapport à mosala oyo ozali kosala sur le terrain? Maloba na lobi presque ezalaka ebele oyo toépouse déjà tosi tolobi tozali kopesa ba partenaire RRI na Grand Bayer Bezos oyo akanisaki lelo na ba promesse oyo bapesaki na Glasgow ke bakoaccompagner ba programme na ba projet ya ba peuple autochtone. Et puis nazali ko remercier RRI pour l'accompagnement en faveur na biso ezosalema vraiment très kitoko. Et puis eza organisation te kaka SPFAN a bénéficié RRI asali nyonso pour que ba organisation mosusu ya ba peuple autochtone bazwi pe ba financement yango pona ko lutter na mosala yango oyo tozotambola lisanga pour que ba peuple autochtone ba se retrouver na ba droit na bango, parce que même na ba classe totanga na RDC oyo tozoloba ke ba peuple autochtone bango de baza ba premier occupant ya pays. Lelo tokoloba premier occupant ya pays, moto ya kipe ndenge tozalaka moto ya ye akuti esiko kuti ya fandi wana. Bon, il y a kozala lisusu na difficulté comment pour qu'il accéder na esika lisusu wana. Ndenge tolobaka toza na ba groupe ethnique, toza na ba nilotique, toza na ba bantu, toza na ba soudanais, toza pe na ba pygmée. Bon, ba nilotique ba bantu na ba soudanais bautaki na région ya Sahara. Baye na bassin du Congo baye kokuta ba peuple autochtone bazali. Baye ko envahir bango. Comme bazalaki minorité, c'est pourquoi difficulté côté de l'eau, domination wana ekomi makasi. Nde à partir ya ba financement, à partir ya communauté internationale et puis gouvernement, ndenge to kopesa même le président de la République merci na ndenge a signé loi wana pezali ko sunga biso omoni ke ezali eloko moko ezali ko sepelisa biso. Donc batikala kaka ko continuer ko sunga biso pe to continuer kaka ko sala musala ezala te kaka basungi biso musala pe monana te musala bango bazo sunga biso na ba moyen biso pe tozolakisa misala yango po tokenda liboso, parce que nazomona partie ya ba financement wana moi ba changement eza kokota moke makambo oyo nalobaki ya barrière ya coutume ya discrimination. Moi si azwazamba te bandi ko diminuer même pas ezokene mbangu te okene malembe ekosila po nga moko naza exemple oyo kina moni na mboka na nga lelo soki nakomi baninga ba jeune garçon oyo totangaki na bango nazokende bazobwakela nga basoyi lelo nakomi Mama Régine ayeba yambika na bamoto basi na bango meme bazolambela ngai ekomi ndenge wana. Donc nazopesa ba partenaire merci RRI grand merci na ndenge azali ko accompagner biso na ba financement abunda po mbongo yango ezali muke par rapport na musala oyo ezali ebele tokosala lelo tosali na nzali kinga tosali na ikengo, alors que territoire mosusu peza na même problème baza kolela. Donc ba bailleur de fonds na bani ba continuer kosunga biso et bango pe batika biso te na suivi po il faut ba kenda ka pe ba mona oyo tozali kosala pe ba yoka pe bandeko yango ya bango moko kuna na base ba mika pe kolobela ka bango na ndenge bango ni musala oyo tozali kosala. Merci beaucoup Maman Régine pour avoir accepté notre invitation. C'est la première fois que je vous reçois, je pense que c'est pas la dernière fois. Oui, c'est pas la dernière fois. Voilà. Nous aurons encore beaucoup de temps à échanger. Peut-être que Soki Nzamba Sungi, Tokokendeti na terrain, tout le monde a mon alingape comme on a mis na mon amosal bino bosala na ba communauté, le ngene ba communauté bazali ko mipe sana kata mosal bazali ko sana bango. En tout cas, ezaki plaisir na biso makasi pona koyamba yo na plateau na biso lelo.
mpe tozali kopesa merci mingi na balandi biso na mokolo na lelo mpe tozali kofixe bino rendez-vous na week-end prochain avec un nouvel invité. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Merci beaucoup papa. Yaonga nazozongisa merci ya ebele koleka po na kotika temps na yo pe koya koyoka makambo ya batu oyo bayoka na kate mais mingi bakomi kondima bayoka biso pe tosepeli makasi. Merci beaucoup maman et Régine. Alors quant à moi je vous dis merci pour avoir suivi cette émission. Je vous fixe rendez-vous prochainement avec un nouvel invité. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.